Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e épisode des Invités du Clémy. Pour ce dernier numéro avant la pause estivale, nous voulons vous proposer de prendre un petit peu de hauteur par rapport au sujet qui nous a occupé toute l'année et qui nous occupe au Clémy tout le temps, à savoir l'éducation aux médias et à l'information, pour avoir un petit regard sur ce qui se passe hors de nos frontières. Voir comment l'EMI s'inscrit dans les systèmes éducatifs, comparer les périmètres de l'EMI dans 3 pays, la France, la Belgique et le Canada. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir, et merci à eux d'avoir accepté cette invitation, Pierre Fastret, qui est maître de recherche du FNRS de l'Université de Louvain, spécialiste en littératie médiatique, c'est-à-dire l'ensemble des compétences numériques et de publication à acquérir pour pouvoir être autonome dans le monde du numérique. Normand Landry, titulaire de la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains et professeur à la TELUC, spécialiste des enjeux de droit et de la communication, des droits de la communication et de la communication des mouvements sociaux. L'objet de la chaire de recherche, donc éducation aux médias et droits humains, c'est l'analyse, le développement et l'évaluation des politiques publiques en éducation aux médias tout en s'intéressant aux pratiques pédagogiques déployées en milieu scolaire et communautaire. Et nous recevons également pour la France Isabelle Ferroc-Dumez, maîtresse de conférences au laboratoire Techné de l'Université de Poitiers et surtout directrice scientifique et pédagogique du Clémy, spécialiste des usages et appropriations des médias et technologies pour les jeunes publics et des usages pédagogiques des médias et des technologies du numérique. Et nous allons donc pouvoir commencer ces tours de parole. Donc, on a préparé des questions, enfin, j'ai préparé des questions que je vais vous poser les unes après les autres et auxquelles vous allez pouvoir répondre les uns après les autres. N'hésitez pas à partager des documents si vous voulez illustrer un petit peu vos propos. Et donc, on va commencer avec la première question qui va nous occuper sur la première partie. Pour commencer et pour définir l'objet dont on va parler aujourd'hui, selon vous, comment peut-on définir l'EMI, ce qu'on appelle l'EMI ou EAM en France, dans votre pays? Quels sont les champs de connaissances, quelles sont les compétences, les attitudes qu'un élève peut ou doit acquérir ou développer dans le champ éducatif? Quels sont les objets médiatiques intégrés au champ de l'EMI dans votre pays? Par exemple, les jeux vidéo, les séries, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, je propose, pour commencer ce premier tour de parole, de commencer par la Belgique et donc de vous donner la parole, Pierre Pastret, à vous. Merci et merci de m'avoir invité et bienvenue à tous et à toutes dans ce séminaire. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette mise en perspective de nos champs et de nos approches respectives en éducation aux médias. Alors, la définition de l'éducation aux médias en Belgique, je vais ici parler d'éducation aux médias parce que chez nous, on parle toujours d'éducation aux médias et pas d'éducation aux médias et à l'information. Donc, l'expression consacrée reste éducation aux médias. La définition en question, elle dépend de la communauté linguistique dans laquelle on se trouve. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la Belgique est un État fédéral dans lequel cohabitent des personnes qui parlent le néerlandais, les flamands, des personnes qui parlent le français, les wallons, et une petite communauté germanophone qui parle donc l'allemand. Ce dont je vais parler ici aujourd'hui se concentrera exclusivement sur la partie francophone du pays, donc la Wallonie et Bruxelles. Et donc, je parlerai fréquemment de ce qu'on appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est la réunion de tous les francophones à Bruxelles et dans le sud du pays. La Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est donc l'institution qui gère une série de matières, dont l'éducation et dont l'éducation aux médias. Et le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles est doté d'un organe qui s'appelle le Conseil supérieur de l'éducation aux médias et qui est un organe qui est en charge de l'éducation aux médias en Belgique francophone. Alors, le Conseil supérieur de l'éducation aux médias, ou le CESEM en bref, a produit récemment une définition de l'éducation aux médias, enfin plutôt a mis à jour sa définition de l'éducation aux médias. Je vais vous la montrer dans quelques secondes. Mais il est juste important de savoir que le CESEM, c'est un organe consultatif, c'est un organe qui sert à la fois d'organe de coordination entre toutes les parties prenantes du monde de l'éducation aux médias, que ce soit dans l'enseignement, dans le secteur jeunesse, dans les médias et dans tous les secteurs qui touchent de près ou de loin à l'éducation aux médias. Mais c'est un organe qui rend des avis, mais qui ne participe pas directement au processus législatif. Et donc, la définition que je vais vous montrer, elle est le produit d'un groupe de travail au sein du Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Elle a effectivement informé une série de travaux politiques, mais donc elle était au départ un texte essentiellement produit à titre consultatif. Et donc, le texte en question, si je parviens à partager mon écran, et vous me direz si vous êtes en mesure de lire ce qui se trouve sur mon écran ou non, j'espère que c'est le cas. Vous devriez Oui, ça voir s'affiche, ouais. normalement.
Voilà. Donc cette définition qui a été mise à jour le 16 mars 2022, il y a un peu plus de 2 ans, dit ceci. L'éducation aux médias est l'ensemble des pratiques visant le développement des connaissances, des compétences et des pratiques médiatiques de leurs bénéficiaires, désignés par l'expression littératie médiatique, dans le but de rendre ceux-ci actifs, autonomes, critiques, réflexifs et créatifs dans leurs usages des médias. Donc on a opté au CESEM pour une définition volontairement large de l'éducation aux médias, en ne ciblant pas spécifiquement un ensemble de compétences ou un ensemble de connaissances, mais de bien parler de connaissances, compétences et pratiques, et en couvrant à travers la définition de l'éducation aux médias, et en particulier les points qui suivent dans cette première phase, enfin qui suivent cette première phase introductive, l'ensemble des médias et pas uniquement, par exemple, les médias d'information. Alors, la deuxième partie de la définition reprend en fait un triptyque qui est utilisé maintenant depuis une grosse dizaine d'années dans le cadre général des compétences en éducation média en Belgique francophone, qui considère que l'éducation aux médias tend à éduquer ses bénéficiaires par rapport à 3 dimensions des médias, que sont les dimensions techniques, dimensions informationnelles ou sémiotiques et dimensions sociales. Et c'est ça qu'on retrouve dans la deuxième partie. Donc, l'éducation média porte sur les contenus médiatiques et leur langage. Et on est dans la dimension informationnelle. Les médias, ça représente d'autres choses qu'eux-mêmes. Ça signifie à travers toute une série de langages écrits, sonores, visuels, multimodaux. Puis les contextes de production, diffusion et réception. On est là sur l'aspect social, les médias en tant qu'objets sociaux qui évoluent, qui sont diffusés, qui circulent dans l'espace social. Et puis enfin, troisième dimension, le fonctionnement technique des outils, des dispositifs, des plateformes. On est sur la dimension technique. Là, le point suivant dans la définition, rend explicite le fait que ce sont toutes les formes de communication médiatisée qui sont concernées, publiques, privées, informatives, persuasives, divertissantes, etc. Et donc, tous les médias, et la liste ici pourrait encore être augmentée sans doute d'activités ou de formats médiatiques plus récents, mais portent donc ou incluent la télévision, la presse, la radio, donc les masses médias historiques, puis les podcasts, le cinéma, les réseaux sociaux, les plateformes, les jeux vidéo, etc. La dernière partie de la définition, je ne vais peut-être pas la lire intégralement, mais met l'accent sur les finalités de l'éducation média, c'est-à-dire le fait qu'elle est censée aider ses bénéficiaires à vivre en société en tant qu'usagers, créateurs, critiques, autonomes des médias contemporains, et donc les aider à appréhender leurs différentes dimensions, d'en déconstruire les représentations qui y circulent, et d'exercer leur jugement critique, d'exercer leur jugement critique et de développer une posture réflexive par rapport à leurs propres usages. Donc on retrouve dans cette définition un ensemble d'attendus en termes de connaissances, de compétences et de pratiques, un ensemble de dimensions à partir desquelles on peut analyser ou envisager les médias, une liste ouverte des médias historiques et contemporains, et puis cette finalité d'ouverture à la vie en société, qui serait une vie de l'exercice critique, créatif, responsable des droits et des devoirs du citoyen. Voilà, en quelques mots, la façon dont est cadrée l'éducation aux médias aujourd'hui à partir de cette définition. Alors, il y aurait d'autres ressources ou d'autres textes possibles, mais je ne veux pas prendre trop de temps de parole ici. Voilà, en tout cas, le point de départ qu'on peut désigner comme définissant l'éducation aux médias dans notre contexte géographique. Pauline, on ne t'entend pas. On ne t'entend plus, Pauline. Donc, merci beaucoup pour cette définition, effectivement, très large de ce qu'on peut traiter en éducation aux médias, donc en Belgique francophone. J'ai bien compris la différence. Et on va comparer, du coup, avec ce qu'on fait en France. Donc, Isabelle Ferroc-Dumez, je vous laisse la parole. Alors, je crois que tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui connaissent quand même la situation française, mais ça sera peut-être bon de rappeler que du côté de la France, alors je n'ai pas forcément de définition qui va être posée de la même manière parce qu'on n'a pas un organisme équivalent au CESEM en France, mais pour ce qui est de l'éducation aux médias et à l'information, du côté du ministère de l'Éducation nationale, puisqu'on peut aussi aborder cette question du côté du ministère de la Culture, par exemple. Donc moi, je vais plutôt éclairer du côté de l'éducation. On met surtout en avant des compétences citoyennes de l'éducation aux médias. Alors, il y a un site qui est très, très consulté par les enseignants français qui est EduScol. Et EduScol propose aussi une définition.
Donc par l'éducation aux médias et à l'information, donc EMI pour nous, les élèves apprennent à devenir des citoyens responsables dans une société marquée par la multiplication et l'accélération des flux d'informations. Ils développent leur esprit critique et sont capables d'agir de manière éclairée pour chercher, recevoir, produire et diffuser des informations via des médias de plus en plus diversifiés. Donc, c'est vrai que c'est une page d'accueil qui est probablement le premier contact pour des enseignants qui débutent sur l'EMI. Après, le ministère de l'Éducation nationale a aussi produit un vade-mecum qui permet aussi de reposer le périmètre de l'EMI. Alors, ce qui est important peut-être, c'est de voir que du côté de la France, on va plutôt insister sur les médias d'information, notamment avec la création du CLEMI il y a 40 ans, qui va faire donner le focus sur les médias d'information, hein, même si on aborde par exemple la publicité, hein, donc on a aussi des médias de communication qui peuvent être traités. Et donc on est sur le fonctionnement de ces médias d'information et du système informationnel du côté des connaissances. On est dans le développement de compétences autour de langage médiatique et il est important de voir que c'est des langages textuels, visuels, sonores qui vont être abordés en termes de compétences, hein, de maîtrise des langages médiatiques. Et il y a aussi une attitude, alors ça serait le troisième pendant, peut-être pas pratique, hein, comme du côté de la Belgique, mais peut-être connaissance, compétences et attitude, avec une attitude d'esprit critique face à l'information et face aux médias, avec un gros sujet autour des fake news, hein, de la désinformation. Une question importante qui est le pluralisme des médias. Ça, c'est quelque chose qui est porté depuis 40 ans au niveau du CLEMI dans l'éducation aux médias. C'est repérer voilà, qu'il y a des médias qui peuvent avoir des orientations différentes et il est important de rester très ouvert sur ces questions. Et puis, le troisième pilier, je dirais, de l'EMI à la française, c'est un gros travail autour de la liberté d'expression. Et notamment la question des médias scolaires, on reviendra peut-être dessus un petit peu plus tard, qui est depuis des années, je dirais, une question essentielle. D'ailleurs, le CLEMI est dépositaire en termes d'archivage, d'enregistrement des médias scolaires, donc de tous les médias qui sont produits au sein des établissements par des élèves, que ce soit des jeunes élèves de l'école, du collège ou du lycée. Et vraiment sur la possibilité à travers ces médias scolaires de pouvoir s'exprimer en ayant connaissance des droits et des devoirs autour de la liberté d'expression. Moi, ça me semble plutôt le sujet de l'EMI à la française. Et alors, du côté des objets, alors j'ai parlé évidemment des médias d'information. Il est important de voir qu'au cours des années, il y a eu des évolutions. Par exemple, le cinéma est sorti un peu du périmètre de l'EMI à la française, puisque l'EMI n'est pas une discipline, hein, c'est une compétence transversale. Tous les enseignants sont censés faire de l'éducation aux médias et à l'information. Et on a d'autres dispositifs dans l'enseignement français, comme l'éducation artistique et culturelle, ce qu'on appelle l'EAC. Et par exemple, le cinéma est parti du côté de l'éducation artistique et culturelle. On ne va pas avoir vraiment tendance non plus à traiter d'autres objets médiatiques culturels comme les séries télévisées, les séries web, les web-séries, les séries Internet. Ce n'est pas tout à fait dans le cœur des médias qui sont travaillés dans l'EMI à la française. Et puis, on aura aussi tendance à pousser un petit peu en dehors du périmètre de l'EMI tout ce qui va concerner, par exemple, les jeux vidéo. C'est compliqué, c'est pas forcément encore un objet très légitime à l'école. Les réseaux sociaux numériques, Internet est aussi une préoccupation, mais ça va parfois rentrer dans un autre dispositif qui s'appelle l'EMC, hein, l'enseignement moral et civique. Donc, d'autres enseignants vont parfois traiter ces questions-là. Et puis, sur des objets plus nouveaux, comme l'intelligence artificielle, qu'on peut peut-être aujourd'hui intégrer dans le périmètre de l'éducation aux médias et à l'information, on va avoir aussi au sein de l'éducation nationale des disciplines qui peuvent traiter ces questions-là, comme la SNT, hein, les sciences numériques et technologiques, au lycée, qui vont voilà, être un peu plus sur ces questions de numérique et d'informatique. C'est pas facile, hein, de résumer tout ce qu'on aborde aussi. Donc là, je vois que vous avez dans le chat
un certain nombre de références concernant cette définition des DUSCOL et puis également le vadémécum dont j'ai parlé. Et je crois que voilà, parmi les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, je crois qu'il y a pas mal de professeurs documentalistes qui évidemment connaissent aussi les textes de l'éducation nationale sur cette définition de l'EMI. Je laisse the floor à Merci Normand pour nous beaucoup. parler de ce qui se passe Oui, au Québec. voilà, tout à fait. Merci pour cette transition. Oui, merci pour peut-être pour clarifier, on est on est assez près dans notre réalité, on pourrait dire politique à nos cousins, nos amis belges, dans la mesure où le Canada est une fédération également, une fédération qui est clivée au niveau linguistique aussi, donc avec des communautés linguistiques qui ont leur propre on pourrait dire leur propre cursus scolaire. Mais chez nous, on a des territoires et des provinces, et chaque territoire, chaque province est maître de déterminer ses programmes éducatifs. Donc, ce qui vaut pour le Québec ne vaut pas pour l'Ontario, ne vaut pas pour la Nouvelle-Écosse, ne vaut pas pour l'Alberta, par exemple. Donc, c'est vraiment un programme qui est québécois, et spécifique au Québec, particulièrement au Québec francophone. Il faut dire que chez nous, ce qu'on appelle l'éducation aux médias ne dispose pas on pourrait dire, d'une définition qui est consensuelle ou qui est marquée ou qui est intégrée par les programmes. Il fallait un peu l'inventer. On a intégré dans nos programmes par couche ou par bricolage de manière historique 3 grandes composantes. L'objet média, d'ailleurs avec un flou historique qui perdure, là, le terme n'est jamais correctement défini dans nos programmes, mais à force de lecture et d'interprétation, on a vraiment défini l'objet média comme tout ce qui relève un peu de l'ère prénumérique, si vous voulez, l'imprimé, le cinéma, l'information, la radio. Tous ces éléments-là rentrent dans le cadre du média. Et comme on est Canadien, on est tout près de nos voisins américains. Et la question de l'influence culturelle, la question des valeurs, la question des représentations, la question de l'impérialisme culturel sont tous des éléments qui sont intégrés, en fait, à l'objet médiatique historiquement. On a ajouté vers la fin des années 90, début des années 2000, le fameux concept, vous l'avez peut-être vécu aussi en Europe, celui des technologies de l'information et de la communication, qui est un peu le terme à la mode pour parler de l'arrivée de l'informatique. Et à l'époque, on a beaucoup structuré les compétences et les savoirs recherchés autour des éléments associés à la productivité. Quand on parlait d'informatique, on parlait d'être capable de produire, de lire, d'écrire, de rechercher, d'analyser. Vous voyez, les compétences lourdes, essentiellement là, associées à la productivité et on pourrait dire presque à la préparation au marché de l'emploi. Donc, ces éléments-là sont rentrés en ligne de compte assez fortement autour du 21e siècle. Et là, maintenant, on est rendu au numérique. Donc, vous avez dans nos programmes 3 couches: la couche médiatique, la couche technologie et la couche numérique. Les 3 coexistent. Les 3 sont en conflit, en tout cas certainement en conflit de frontières à 2 niveaux. Bon, où commence et où se termine le concept premier? Ça, c'est déjà une source de conflit. Mais plus fondamentalement, est-ce que les compétences et les savoirs recherchés associés à des objets sont toujours logiques et pérennes alors qu'on assiste à une grande convergence médiatique? Par exemple, il devient un peu illusoire maintenant de s'intéresser aux technologies numériques à des seules fins ou de manière prioritaire à des fins de productivité. Maintenant, ce sont des outils qui font converger le loisir, le divertissement, la création. Donc, tous ces éléments-là nous forcent à revoir la nature fondamentale de nos programmes, dans la mesure où les usages et les pratiques médiatiques changent plus rapidement que notre capacité à avoir des cadres pédagogiques qui intègrent de manière, on pourrait dire, correcte ou logique les différents usages, les différentes pratiques, les différents besoins de la société. Et ponctuellement, on revise nos programmes en ajoutant des couches, ce qui vient ajouter de la complexité, notamment pour le corps enseignant. On va en parler dans quelques minutes. Mais j'aimerais bien revenir aux fondations de l'éducation aux médias au Québec. On est un endroit dans le monde où on a bougé assez rapidement, dans la mesure où on a intégré l'éducation aux médias dans nos programmes à la fin des années 90, au tournant des années 2000. Et il y avait 4 grands piliers historiques dont je voudrais vous faire part et qui fonctionnent assez bien. D'abord, il faut prendre compte que chez nous, on pourrait dire, l'objet média visait à développer chez l'élève un sens critique et éthique à l'égard des médias et lui donner des occasions de produire des documents médiatiques qui respectent les droits individuels et collectifs. Donc ça, c'est si vous voulez, le mandat historique de l'éducation aux médias dans nos programmes. Et pour ça, il y a comme 4 grands volets qui ont été jugés prioritaires à l'époque. La conscience de la place et de l'influence des médias dans sa vie quotidienne et dans la société.
donc la fonction des médias, les habitudes de fréquentation, les repères de consommation, l'influence jugée positive ou négative des messages médiatiques sur sa vision du monde et sur son environnement quotidien. Deuxième volet, l'appréciation des représentations médiatiques de la réalité. Bon, ça, c'est tout ce qui touche aux éléments du langage médiatique, la comparaison entre les faits et les opinions, les messages qui sont jugés sexistes, stéréotypés, violents, dégradants, l'écart entre la réalité et les représentations, les qualités esthétiques des productions médiatiques. Donc, tous ces éléments-là rentrent dans ce deuxième volet-là. Troisième volet, appropriation du matériel et des codes de communication médiatique. Donc ça, c'est toute la capacité à produire, à faire, à dire, à mobiliser les technologies à des fins d'expression personnelle, artistique, créative. Et finalement, c'est la connaissance et le respect des droits et des responsabilités individuelles et collectives à l'égard des médias. Donc moi, un élément qui me surprend toujours, c'est la robustesse, si vous voulez, de ces 4 grands éléments-là dans une ère de transformation médiatique accélérée. Donc, associé à ces éléments-là qui constituent le socle, s'ajoute depuis une vingtaine d'années vraiment tout un ensemble de compétences qui sont priorisées maintenant, des compétences qu'on appelle numériques et dont je vais pouvoir vous parler tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à cette première question qui nous permet d'avoir une vision un petit peu plus large de ce qu'on peut entendre par périmètre de cette éducation aux médias qu'on appelle différemment en fonction des pays, dans lesquels on peut mettre des choses différentes, hein, on l'a bien vu. Maintenant, on va se rapprocher un petit peu d'un prisme plus éducatif et essayer de voir ce qui se passe dans les établissements scolaires, donc avec cette question suivante. Quelle est la place de cette éducation aux médias dans les systèmes scolaires de vos pays respectifs? Est-ce qu'il y a une discipline dédiée? Est-ce qu'il y a un programme, un curriculum en fonction de comment on l'appelle? Enfin, ça n'a pas forcément le même nom dans tous les pays. Est-ce qu'il y a des objectifs pédagogiques avec des progressions définies? Est-ce qu'il y a une évaluation? Comment est-elle mise en place s'il y en a une? Je vous propose, pour répondre à cette question, de commencer par Isabelle Ferrotte-Dumez pour la France, qui va nous remettre l'EMI au milieu du village. Et puis après, on pourra partir d'abord au Québec et ensuite en Belgique pour voir quelles sont les différences et comment ça s'organise dans vos pays. Merci. Alors, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, c'est pas une discipline, c'est pas une matière. Donc, on pense l'éducation aux médias et à l'information comme un enseignement transversal. L'idée, c'est de le travailler tout au long de la scolarité obligatoire de l'enfant. Alors, on va plutôt commencer avec des compétences beaucoup plus définies, des contenus au niveau du cycle 2. Donc, le cycle 2, c'est ce qu'on appelle le cours préparatoire, hein, le CP, les élèves qui ont 6-7 ans et qui commencent à apprendre à lire. Mais avant, à la maternelle, pour les plus petits. Donc, nous, on a en France 3 années en maternelle des élèves de 3 à 5 ans. Ce qu'on appelle le cycle 1, on sensibilise déjà, hein, on fait déjà un peu de travail par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est à partir du cycle 2 que les choses se précisent un peu. On continue jusqu'aux 18 ans, hein, jusqu'au lycée. Hein, donc, dans chaque cycle, on va avoir quand même des éléments de contenu à enseigner, mais pour autant, on n'a pas un programme ultra précis et une progression très, très définie. Ça reste à construire au niveau de la France. On a évidemment des éléments qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc, il y a des domaines dans ce socle commun et on va retrouver des éléments de EMI à l'intérieur de ce socle. On va trouver des entrées de EMI dans différentes disciplines scolaires, autant en français, en histoire géo, même dans les matières scientifiques, on va retrouver des éléments. Donc là aussi, sur le site du CLEMI, on peut retrouver les entrées programmes qu'on a tenté de recenser, sachant que les programmes évoluent, avancent, et on vient d'avoir en France la publication d'un nouveau programme d'enseignement moral et civique, d'EMC, qui est tout frais, qui est sorti la semaine dernière, et qui là également propose des éléments d'EMI de façon assez claire à différents moments de la scolarité de l'enfant. Donc, c'est un peu pensé de cette manière-là. Aujourd'hui, alors un petit peu comme pour Normand, je pense qu'on est vraiment sur une focale sur le numérique et on va beaucoup parler de citoyenneté numérique. Et c'est à l'intérieur de cette citoyenneté numérique qu'on va en effet développer des compétences
Alors en France, c'est vrai qu'on ne va pas parler de littératie médiatique, hein, ce terme qui provient un petit peu du monde anglo-saxon. Hein, nous, on va plutôt parler d'éducation média, mais on est bien aussi dans le développement de compétences du lire et du écrire avec les médias. Donc de la réception, donc décrypter voilà, les langages médiatiques et être aussi en capacité de publier, hein, de produire et de publier. Là, ça va être le écrire entre guillemets. Donc en France, voilà, on n'a pas non plus d'enseignants de EMI. Par contre, on a des enseignants qui sont des professeurs documentalistes et qui sont beaucoup plus formés à l'EMI que les autres enseignants et qui sont les maîtres d'œuvre de l'EMI dans l'enseignement secondaire. Alors, malheureusement, ils n'ont pas des heures dédiées à l'emploi du temps pour faire de l'EMI. On est toujours voilà, en train d'essayer de faire rentrer l'EMI par la petite porte des programmes et de la scolarité des élèves. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce corps enseignant qui est spécialisé dans l'EMI et qui est tout à fait capable de faire des propositions de projets, de fédérer les autres enseignants. Parce que le gros problème, hein, c'est que l'EMI est obligatoire, tout le monde est censé en faire, mais parfois personne n'en fait. Donc, on a vraiment besoin des professeurs documentalistes pour, dès le second degré, hein, puisque les professeurs documentalistes n'apparaissent en France qu'à partir du collège et du second degré, on n'en a pas dans les écoles primaires pour les plus jeunes, de pouvoir un peu renforcer ces compétences de EMI. Voilà, alors peut-être aussi Pauline, Elsie, qui sont des professeurs documentalistes, pourront aussi compléter le propos, peut-être ultérieurement. Mais voilà un peu le panorama de l'EMI à la française. On va peut-être pouvoir aussi faire de l'éducation comparée et voir un peu comment ça se passe dans les autres pays pour compléter si nécessaire. Alors, merci Isabelle. Du coup, Normand, comment est-ce que ça s'organise chez vous? J'ai peur de faire un peu dans la controverse, mais je vais mettre carte sur table. Chez nous, l'EMI est présenté de manière transversale, comme j'en comprends le modèle français, et c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée dans la mesure où c'est tout à fait logique sur le papier d'en faire un truc transversal, parce qu'évidemment, ça concerne un ensemble de disciplines différentes. Ça s'intègre très, très bien dans la matière de nombreux cours. On veut en faire le plus tôt possible jusqu'à la fin du cursus. Tous ces éléments-là s'expliquent, se légitiment, mais ça crée un gros problème d'opérationnalisation concrète en milieu scolaire. Chez nous, c'est vraiment, vraiment problématique et c'est associé à la complexité de nos programmes également. C'est à la fois un thème, l'éducation média, donc les médias sont un thème que l'école se voit chargée de développer dans une préparation à, on pourrait dire, la vie active et citoyenne, donc un thème prioritaire. C'est associé à des compétences transversales, des compétences qui ne sont pas disciplinaires, mais qui devraient, par les enseignements, être développées de la part du personnel enseignant, hein, des compétences à la collaboration, à la communication, à l'usage des technologies. Donc, on l'intègre également. Et ensuite, on l'intègre dans les disciplines formellement à l'étude. Français, anglais, culture, citoyenneté, les arts notamment. Et chacun, évidemment, des programmes étant porteurs de leurs propres objectifs, chacun des programmes étant l'objet de révisions ponctuelles également. Et on rajoute à ça des injonctions qui sont de plus en plus grandes, données au milieu éducatif, de préparer les jeunes, les élèves, à développer un certain nombre de compétences dites numériques, qualifiées comme étant essentielles, hein, essentielles au 21e siècle, à la préparation à la citoyenneté, à l'insertion sociale et économique, à la participation à la vie culturelle. Donc, on a ces genres d'ensembles-là qui sont cumulatives et qui sont bougeantes, hein, qui sont bougeantes en fonction bon, des paniques morales qui surgissent dans l'espace public ponctuellement. Chez nous, au tournant des années 2000, on a eu l'hypersexualisation des jeunes filles. Après ça, on a eu l'impact de la cyberintimidation. Après ça, on a eu toute la question de la surveillance. Après, on a la désinformation et l'hypothèse que j'aime bien dire, c'est que si vous voulez vous lancer dans l'éducation média à l'information, le nouveau champ à la mode, ça va être l'intelligence artificielle générative, qui va être le prochain truc à arriver. Donc, à chaque fois qu'arrive ce genre d'éléments-là ou ce genre de controverse-là, on réinvente nos programmes, on rajoute des contenus, avec une sorte de pensée magique, je vous dirais. La pensée magique étant que si on l'inscrit dans nos programmes, ça va percoler jusqu'à nos élèves, d'une manière ou d'une autre. Hein, ça va percoler, les enseignantes vont s'en saisir.
Et par cette prise en charge, on va atteindre éventuellement les résultats du programme. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça chez nous. Et mon petit doigt me dit que ça ne fonctionne probablement pas comme ça chez vous non plus. La problématique de la révision des programmes, Isabelle en a parlé il y a quelques minutes, pose la question de la révision des formations préalables de nos enseignantes. Donc, c'est déjà une chose. L'intégration de nouvelles compétences recherchées pose la question des infrastructures numériques disponibles, des personnels pour s'en occuper, pour s'assurer qu'ils sont opérables, et du développement des compétences numériques des enseignants eux-mêmes en cours de pratique. Ça, c'est un autre élément là, évidemment. Un autre élément chez nous qui a été très escamoté, et j'aimerais bien lancer la discussion éventuellement avec vous, chers collègues européens, c'est le degré de connaissance qu'ont les autorités publiques du degré de compréhension et de savoir de l'ensemble du milieu scolaire des contenus disciplinaires eux-mêmes. Ça a été une grande surprise pour moi lorsque j'ai commencé à travailler à l'éducation média. Nos programmes n'étaient pas connus et nos programmes n'étaient pas compris et n'étaient pas compris de la même manière par le corps enseignant. Un même énoncé était lu de manière complètement différenciée d'un milieu à un autre, d'une enseignante à un autre. Donc, ça a un impact absolument structurant sur le genre de compétences qu'on cherche à développer si on ne lit pas l'énoncé de la même manière. Donc ça, pour nous, c'est également une problématique, la complexité de nos programmes, le fait qu'il n'y a pas de prise en charge disciplinaire, c'est également un enjeu. Nos collègues ontariens ont fait beaucoup mieux que nous. Je vous explique. Le principe de la transversalité est intégré dans leur programme. On fait de l'éducation aux médias en Ontario à travers différentes disciplines, mais il y a un socle fondateur, un socle qui est jugé fondamental, c'est celui des cours d'anglais. Et ça s'explique par la littérature, c'est tout ce qui touche à la question de la literacy. Hein? La literacy en anglais, c'est très, très fort. Donc, c'est l'oralité, l'écriture, la lecture et la media literacy. En Ontario, c'est 25% en fait des contenus de langue anglaise, ce qui veut dire que les profs de langue anglaise sont formés spécifiquement pour l'éducation aux médias, peuvent même accéder à une maîtrise qualifiante qui leur donne des avantages sociaux, qui leur donne, si vous voulez, un genre de titre de chevaliers et chevalières de l'éducation aux médias en milieu scolaire, qui assure également dans les milieux scolaires qu'il y ait des genres d'autorités de praticiens, des gens qui sachent, des gens qui savent quoi faire lorsqu'il y a des problématiques, lorsqu'il y a des besoins. Alors, ça aide beaucoup. Chez nous, on n'a malheureusement pas ces ancrages-là. Et là, on rajoute la dernière couche, et je m'arrête ici, toute l'injonction au développement des compétences numériques, hein, qui se rajoute comme un impératif fondamental dans la plupart des systèmes scolaires occidentaux. Et là, on a 12 grandes compétences, ou 12 grandes dimensions d'une même compétence, plutôt, je devrais dire, qui sont jugées prioritaires. Je vous les nomme rapidement, et on pourra en discuter tout à l'heure. Bon, la première, la plus importante, c'est agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, développer et mobiliser ses habiletés technologiques, exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage, développer et mobiliser sa culture informationnelle, collaborer à l'ère du numérique, produire du contenu avec le numérique, communiquer avec le numérique, mettre à profit le numérique en tant que vecteur d'inclusion pour répondre à des besoins diversifiés, adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture d'autonomisation, résoudre une variété de problèmes avec le numérique, développer sa pensée critique à l'égard du numérique, innover et faire preuve de créativité avec le numérique. Donc, vous voyez la lourdeur ou la charge de l'injonction au développement des compétences numériques que cet ajout qui a été fait en 2019 pose pour l'ensemble du personnel scolaire à une époque où les assises de l'éducation aux médias étaient d'ores et déjà peu maîtrisées par le personnel enseignant et scolaire. Donc, moi, une grande partie de mon travail, c'est vraiment de problématiser notre capacité à mettre en œuvre les contenus disciplinaires qui sont adoptés. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Et du coup, alors Pierre Fastret, quelle est la situation dans le système scolaire belge francophone? Belge Vraiment à francophone. Bruxelles. Alors, en écoutant Isabelle et Normand, je retrouve à la fois des points communs et puis il y a effectivement des différences avec la situation en Belgique francophone. Et je pense que le
commun, c'est effectivement le fait que l'éducation aux médias, au jour d'aujourd'hui, chez nous, n'est pas une discipline scolaire instituée comme telle. Alors, dans la situation actuelle du système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce n'est pas ou ce n'est plus, ce n'est pas une compétence transversale, en tout cas dénommée comme telle non plus. Ce n'est pas une catégorie de compétences transversales positionnée à côté des compétences disciplinaires. Il faut savoir que dans notre contexte d'enseignement, depuis maintenant bientôt 30 ans l'année prochaine, le système d'enseignement a adopté l'approche par compétences et donc la définition des attendus et des référentiels et des programmes en termes de compétences. Ce qui n'est pas totalement étranger au fait que dans le secteur de l'éducation aux médias, on a aussi fait le choix de parler d'éducation aux médias, ou plutôt de parler de littératie médiatique en termes de compétences. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Donc, ce n'est pas une discipline scolaire. La mesure dans laquelle ça pourrait l'être sur une partie du cursus de l'enseignement obligatoire n'est pas totalement tranchée. Il faut savoir qu'on est pour le moment dans une période de transition en Belgique francophone, dans la mesure où il y a une importante réforme du système scolaire qui est en cours, dont la mise en œuvre a commencé l'année scolaire 2021-2022, si je ne dis pas de bêtises, et qui est progressivement implémentée, mise en œuvre année après année pour suivre la progression des élèves dans le système scolaire et dont la mise en œuvre se terminera en 2028-2029. Cette réforme s'appelle le Pacte pour un enseignement d'excellence. Et donc, un des grands changements du Pacte pour un enseignement d'excellence, c'est d'avoir rallongé ce qu'on appelle le tronc commun, c'est-à-dire la durée des années par lesquelles les élèves passent en ayant l'enseignement des mêmes disciplines scolaires. Donc, avec le Pacte d'excellence, on passe à un système dans lequel le tronc commun s'étend de la maternelle jusqu'à la 3e secondaire. Et la 3e secondaire, par le hasard par un plus grand des hasards, porte effectivement le nom de 3e secondaire, et la 3e en France, c'est effectivement la même année, alors que vous comptez dans l'ordre inverse d'une autre en termes d'année scolaire. Donc, de la maternelle jusqu'à la 3e, le tronc commun impose effectivement l'enseignement des mêmes disciplines. Ces disciplines sont réparties en 8 domaines d'enseignement qui ne comportent pas l'éducation aux médias comme une discipline ou comme un domaine d'enseignement. Ces domaines d'enseignement sont disciplinaires pour 5 d'entre eux et transversaux pour les 3 autres. Et donc, dans les domaines disciplinaires, on a le français, les langues anciennes, les langues modernes, les maths, les sciences humaines, l'éducation physique, etc. Et puis, dans les domaines transversaux, la créativité, l'engagement et l'esprit d'entreprendre. Apprendre et à poser des choix et apprendre à s'orienter. Donc, ce sont des domaines de compétences volontairement très, très larges et très transversaux pour le coup. Dans cette situation, je retrouve aussi un élément qui a déjà été souligné par Isabelle et par Normand, qui est cette situation de compétition entre les éducations A et en particulier entre l'éducation aux médias et l'éducation au numérique, avec le sentiment que par rapport à quelques années, l'éducation aux médias a subi quelque part un certain recul au profit d'une attention plus grande portée à l'éducation au numérique et parfois à l'éducation par le numérique, c'est-à-dire à l'intégration des technologies numériques en classe comme moyen pédagogique et parfois avec des recouvrements, voire de façon limitée des confusions entre les deux. Donc, on est dans ce contexte de transition, on est dans ce contexte de compétition aussi. Peut-être un troisième élément contextuel tient dans l'organisation du système scolaire, dans lequel le gouvernement, enfin la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc l'institution étatique, définit des référentiels, mais ne définit pas les programmes. Les programmes d'enseignement qui opérationnalisent les référentiels de compétences et de connaissances sont produits par les réseaux d'enseignement. Ce qui signifie que, par exemple, dans la situation antérieure à celle qu'on vit maintenant, il y avait un programme d'éducation aux médias. Par exemple, on a travaillé avec des collègues à la révision du programme d'éducation aux médias de la Fédération de l'enseignement fondamental catholique en Belgique francophone, donc pour le réseau libre subventionné, le réseau d'enseignement catholique au niveau fondamental, donc au niveau du maternel et du primaire. Ce référentiel, aujourd'hui, n'a plus de raison d'être depuis le basculement en cours toujours, dans le tronc commun. Donc il y a eu des programmes d'éducation aux médias, mais qui étaient propres à des réseaux d'enseignement et qui, pour le moment, du fait de la réorganisation des domaines disciplinaires dans l'organisation du système scolaire, ont tendance à disparaître. Et donc, dans le scénario actuel,
ce scénario qui tient donc à la dernière réforme en date, celle du pacte d'excellence, l'éducation aux médias s'est un peu retrouvée dans une situation de devoir trouver les lieux d'investissement dans lesquels elle pouvait identifier des compétences, des attendus, des savoir-faire, des savoirs qui étaient raccrochables à l'éducation aux médias. Parmi les disciplines ou les domaines qui ont été créés à l'occasion de cette réforme, il y en a 3 en particulier qui effectivement sont de bons lieux d'insertion de l'éducation aux médias, mais qui sont des lieux d'insertion de nouveau un peu par la bande, que sont le parcours d'éducation culturelle et artistique. On est là dans un parcours qui est offert aux élèves et qui est censé leur offrir une ouverture aux pratiques artistiques et culturelles, notamment par l'intervention d'intervenants extérieurs à l'école. Donc là, on est plutôt sur une forme d'éducation aux médias qui met plutôt en avant la dimension créative et culturelle de l'éducation aux médias. Deuxièmement, l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, qui est un domaine, mais qui ne correspond pas nécessairement à une discipline enseignée comme telle dans tous les réseaux, pour des raisons que je vous épargne, et où on est là plutôt dans une mise en œuvre de l'éducation aux médias qui met plutôt l'accent sur la vie en société et l'exercice des droits et des devoirs du citoyen, dans une perspective d'ouverture aussi à la philosophie. Et puis, un troisième domaine qui est ce qu'on appelle, alors ça porte un acronyme affreux, la FMTTN, la formation manuelle, technique, technologique et numérique, et qui, comme vous l'aurez compris, est un domaine de formation dans lequel on met plutôt l'accent sur des compétences opérationnelles, du bon usage des technologies, de la compréhension des technologies, en ce compris la compréhension critique, mais où là, les référentiels qui ont plutôt pignon sur rue dans le domaine de l'éducation numérique et de la littératie numérique sont ceux qui dominent dans la définition des attendus. Donc voilà, l'organisation générale du système d'éducation pour le moment est assez peu amène à donner une place pleine et structurelle à l'éducation aux médias. Ceci étant dit, on sort actuellement d'une législature, puisque nous avons voté en même temps qu'aux européennes pour les fédérales, enfin tous les échelons, sauf les communales en Belgique, donc on est dans une période de transition. La législature précédente a vu un plan d'éducation aux médias porté par les ministres de l'enseignement obligatoire, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la culture et des médias, donc une vraie ambition ministérielle, co-ministérielle, de porter un plan d'éducation aux médias avec 62 mesures pour l'éducation aux médias, dont le plus gros des mesures était consacré à l'insertion de l'éducation aux médias dans le système scolaire. Donc il y a une volonté politique affirmée de redonner une place à l'éducation aux médias, mais dans un contexte dans lequel en fait l'organisation du système scolaire a plutôt pris un virage vers la priorité au numérique. En plus de ce plan de l'éducation aux médias, et de façon en fait antérieure, il y a au moins 2 outils qui ont été relativement structurants pour penser l'éducation aux médias et son insertion scolaire dans le contexte belge francophone, qui sont 2 productions majeures du CESEM, donc le Conseil supérieur de l'éducation aux médias dont je parlais tout à l'heure, qui dans son premier rapport, qui date du milieu des années 90, avait identifié 6 thématiques centrales à partir desquelles devait être travaillée l'éducation aux médias, notamment dans l'enseignement. Et ces thématiques étaient directement inspirées des approches anglo-saxonnes sur les concepts clés de l'éducation aux médias et de la littératie médiatique. Et donc, on y retrouvait des choses qui étaient en fait empruntées et adaptées, par exemple, des travaux du British Film Institute dans les années 80, et qui mettaient en avant la nécessité de travailler les questions liées aux producteurs des médias, au public des médias, aux représentations particulier représentation sociale charriée par les médias, au langage utilisé par les médias, aux techniques et aux typologies, genre et autres formes liées aux médias. Cette première période qui a commencé dans le milieu des années 90, qui mettait l'accent sur des thématiques et donc sur la définition plutôt de contenu d'enseignement, a vu un changement au milieu il y a une grosse dizaine d'années maintenant, aux alentours des années 2010, avec la définition d'un cadre général de compétences en éducation aux médias, qui porte très mal son nom. Alors il y a peut-être des gens de Belgique francophone dans la salle, c'est pas grave si je froisse l'une ou l'autre de ces personnes. Ce cadre général des compétences en éducation aux médias n'est pas un cadre général des compétences en éducation aux médias, il est un cadre général des compétences en littératie médiatique, parce qu'on ne définit pas des compétences à éduquer aux médias, par exemple les compétences des enseignants à développer le niveau d'éducation aux médias de leurs élèves, mais bien on y définit des catégories de compétences en littératie médiatique, cet ensemble de compétences qui permettent aux individus contemporains d'évoluer de façon critique, créative, etc. dans l'environnement médiatique d'aujourd'hui. Et ce cadre-là, il suit
des travaux qu'on a menés dans notre groupe de recherche qui définit la littératie médiatique au croisement de 4 domaines d'activité: la lecture, l'écriture, la navigation et l'organisation, et 3 perspectives sur les médias qui sont celles qui sont en fait reprises dans la définition de l'éducation média que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire des perspectives techniques, informationnelles et sociales. Ce cadre-là, il a une importance particulière parce qu'en fait, il a servi et il continue à servir de crible dans les travaux du CESEM pour identifier tous les endroits, notamment dans les programmes et les référentiels scolaires, où l'éducation aux médias a une place. Et par exemple, l'année dernière, le CESEM a produit un long rapport de plus d'une centaine de pages qui passait en revue l'ensemble des référentiels disciplinaires du tronc commun de l'enseignement obligatoire pour, catégorie de compétences par catégorie de compétences, identifier s'il y avait effectivement des choses qui traitaient de la lecture, l'écriture, la navigation, l'organisation d'un point de vue informationnel, technique ou social, pour argumenter que c'était des lieux propices au développement d'une éducation aux médias. Mais ce travail-là est presque un travail d'évangélisme qui est fait par le Conseil supérieur sur base d'une structure de l'enseignement qui, je le répète, n'est pas structurée pour donner une place pleine à l'éducation aux médias. Voilà. Ton micro est coupé, Isabelle. Avec le micro, c'est mieux. Ouais. Je n'ai pas répondu à la dernière question concernant la certification et vous n'avez pas trop répondu non plus. Alors, je vois que nous nageons tous dans la complexité de nos systèmes éducatifs avec toutes les couches qui se rajoutent, notamment avec l'évolution des technologies aussi et des médias. Mais je n'ai pas non plus pu tout évoquer parce qu'il y a énormément de choses. Mais en France, on a aussi des parcours éducatifs. Et l'EMI va parfois être travaillé dans un parcours citoyen, comme on a aussi un parcours d'éducation artistique et culturelle. En parlant, Pierre, c'est vrai que j'ai pensé que je n'avais pas parlé des parcours éducatifs. Et on ne va pas forcément évaluer véritablement les compétences EMI, des compétences de littératie médiatique. Et là, je me mets du côté du référentiel élève, ce que tu viens d'évoquer. Mais on peut trouver, par exemple, à l'issue de l'examen que les élèves passent à la fin du collège, le brevet des collèges, on va avoir un oral qui peut s'appuyer sur un parcours éducatif, mais ça peut être le parcours santé, ça peut être le parcours d'éducation artistique et culturelle ou le parcours citoyen. Et c'est un peu au choix des élèves, mais aussi de l'orientation que les enseignants les poussent à travailler. Donc, le parcours citoyen n'est pas forcément le parcours qui est majoritairement travaillé et qui pourrait permettre en tout cas une évaluation peut-être de compétences EMI. Donc, de fait, pour répondre à la question de la certification, aujourd'hui, on a des certifications du type PICS pour certifier des compétences numériques, mais des compétences d'élèves en éducation, médias et information, voilà, on n'a pas un référentiel qui est posé. Mais nous, au Clémy, on a quand même fait un référentiel du côté des enseignants et des formateurs pour justement repérer les compétences qu'il faut travailler chez les enseignants pour pouvoir faire de l'éducation aux médias en classe. Merci beaucoup pour vos réponses très intéressantes, complexes et foisonnantes. Et puis, on voit qu'on a beau avoir des programmes, des dispositifs différents, on bute sur les mêmes enjeux et sur les mêmes difficultés dans nos 3 pays. On va terminer cette rencontre, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, avec une question qui est un peu au centre de nos préoccupations à nous au Clémy, et voir quelle va être la place laissée à cette expression des jeunes dans vos pays. Ça va être la place des médias scolaires et plus globalement de l'expression des élèves dans le système scolaire. Est-ce que c'est possible dans vos établissements scolaires de produire des médias scolaires? Et si oui, est-ce qu'il existe cette différence, comme on l'a nous en France, entre les médias lycéens et les médias scolaires, qu'il y avait une différence de droit, les fameux médias lycéens, dans lesquels, je rappelle où un élève de plus de 16 ans peut être responsable de publication. Donc, ce qui est quand même une volonté de promouvoir cette possibilité d'expression des lycéens. Est-ce qu'il est possible, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça arrive dans vos pays? Donc, je vais laisser la parole d'abord à Normand Landry sur cette question-là. Oui. La réponse, c'est absolument. Absolument, c'est recherché, c'est valorisé, c'est désiré d'utiliser en fait les technologies, qui soient traditionnelles ou nouvelles, pour
pour faire faire. Hein. Cette idée-là que l'éducation aux médias se fait par la pratique, par la démystification du processus de création, par la maîtrise des codes, du langage, de la technologie, est au cœur vraiment de ce qu'on cherche à faire chez nous au Québec. L'enjeu pour moi, il est double. Le premier, c'est qu'on a un système qui est profondément inégal. Chez nous, on est en Amérique du Nord, il y a un marché de l'éducation où coexiste un système scolaire public et un système scolaire privé, les deux étant attribués de ressources technologiques, humaines, financières complètement différentes. Et vous pouvez vous douter que dans le système privé, là où les écoles sont privées, les dotations en technologie, en matériel et la capacité aussi du corps enseignant de développer en fait des activités créatives, ludiques en éducation média est beaucoup plus grande. Dans ce contexte-là, l'enjeu clé chez nous, c'est que l'éducation aux médias peut même accroître les inégalités sociales et économiques dans la mesure où on est en train de créer une genre d'autoroute de développement de compétences pour les élèves privilégiés et de délaisser, ou du moins de permettre une expression qui est plus limitée dans les réseaux publics qui sont confrontés aux résultats d'un écrémage scolaire déjà, à des difficultés associées au multiculturalisme, associées à un genre on pourrait dire, de niveau de compétences académiques qui est plus faible, plus difficile, avec des enjeux notamment de gestion de classe qui sont plus grands. Donc, dans ce contexte-là, le premier problème est celui d'accorder aux institutions scolaires, ou plutôt aux gens qui sont à l'intérieur des institutions scolaires, le loisir de développer ou non des mesures qui sont proactives. Donc, ça donne des pouvoirs de frappe qui sont différenciés. C'est un véritable enjeu, ça, pour nous au Québec. Un autre enjeu qui est, d'après moi, assez clair, c'est la question de la valorisation des expériences éducatives qui sont déployées en salle de classe. La question qu'on se pose, c'est quels sont donc les incitatifs pour que le corps enseignant développe, s'investisse dans des activités qui sont chronophages, qui sont complexes, qui exigent beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de création, parfois une prise de risque, alors qu'il y a d'autres priorités, d'autres urgences, d'autres éléments à faire. Quels sont donc les incitatifs, la valorisation professionnelle et la reconnaissance formelle? Pour nous, l'état du travail que j'ai fait dans les dernières années, c'est probablement là où que le bas blesse le plus. Et chez nous, l'éducation média se déploie beaucoup en fonction des intérêts, de la créativité et des énergies des personnes éducatrices, essentiellement. Et ça, c'est à géométrie variable selon les institutions, selon les cours, selon les volontés des différentes personnes d'en faire ou non. Et il serait temps qu'on sorte un peu du volontariat. Il serait temps qu'on le structure davantage comme un genre d'impératif. Nous devons collectivement développer la capacité de faire des médias éducatifs en milieu scolaire pour tous, plutôt que de compter sur les professeurs, les bibliothécaires qui vont mettre du temps soir et week-end à développer des activités qu'ils jugent passionnantes. Ça, c'est un problème qui est récurrent chez nous. On cherche à le surmonter. Si vous avez des pistes de réponse, je serais ravi de les prendre. Mais pour moi, l'éducation aux médias touche beaucoup, comme d'autres domaines, la question de l'organisation des conditions de travail chez nous. Et la plupart des problèmes qu'on rencontre en France, en Belgique ou au Québec, c'est vraiment associé à une organisation problématique du travail d'enseignement en milieu scolaire. Et l'éducation aux médias, en faisant les frais, est servant d'exemple, à mon avis. Donc, pour terminer, véritablement, c'est valorisé, c'est recherché. On veut faire créer les jeunes. Il se passe 10 000 choses absolument fascinantes et passionnantes chez nous, mais il y a des iniquités qui sont très, très fortes et qui demeurent. Et le principe de base pour le développement de ces activités-là est celui du volontariat. Voilà. Merci beaucoup. On touche à la fin de ce webinaire. Il nous reste 5 petites minutes. Et le contrat des invités du Clémy, c'est de libérer les participants à l'heure. Donc, il nous reste 5 minutes. Donc, Pierre Fastrey, je vous laisse la parole sur les médias scolaires en Belgique. Je vais aller très vite, c'est promis. Libérer les participants. Libérer les participants. Alors, je ne vais pas pouvoir me prononcer sur le cadre légal. À ma connaissance, il n'y a pas de distinction entre médias scolaires et médias lycéens. Pas de possibilité d'être éditeur responsable pour un mineur d'un média scolaire ou lycéen en Belgique. Bon, l'appellation lycée, ceci dit, n'existe pas en Belgique francophone. Mais ceci dit, il y a effectivement, et je rejoins là
ce que Normand vient de dire. Il y a une culture très ancienne et qui remonte aux racines de l'éducation média et qui, je pense, est partagée internationalement, de la production médiatique comme moteur de l'éducation média dans la pratique scolaire. Ça, c'est établi de longue date dans la pratique des enseignants. Pour autant qu'on puisse disposer d'états des lieux un peu documentés de la façon dont l'éducation média est pratiquée en classe, effectivement, le fait de faire du média, de faire fabriquer du média aux élèves reste une des modalités principales, si pas la modalité principale de la mise en œuvre d'activités d'éducation média en classe. Donc il y a une pratique, une culture de cette production médiatique en classe. C'est effectivement chez nous aussi valorisé. Si on regarde les projets qui sont financés via l'appel à projets annuel des projets scolaires que finance le Conseil supérieur de l'éducation média, la part belle est toujours faite effectivement aux projets qui incluent de la production, que ce soit une radio d'école, un journal de classe, un podcast, un compte Twitter, que sais-je. C'est effectivement très très présent. Ceci étant dit, ces initiatives sont, du fait de l'insertion scolaire un peu problématique de l'éducation média, toujours de l'initiative des enseignants. Et donc, les pratiques de bricolage que décrit Normand, je les retrouve aussi dans le contexte qui est le mien. Ces projets-là sont le fait d'enseignants passionnés qui décident de dédier du temps et de l'énergie, en ce compris du temps extrascolaire, au montage de projets qui permettent à leurs élèves de fabriquer du média. Alors peut-être pour donner une toute petite couche de dissonance dans ma réponse, je voudrais quand même, en tant que chercheur, dire que cette pratique de faire du média aux élèves pour les éduquer aux médias, pour moi, en tant que chercheur, elle n'est pas suffisamment questionnée. Non pas qu'il faille arrêter d'en faire, mais l'idée que en fabriquant du média, on va nécessairement comprendre et développer une conscience critique ou une compréhension critique de ce que sont les médias aujourd'hui. Pour moi, elle est posée comme acquise par un grand nombre d'enseignants et un grand nombre d'acteurs de l'éducation média. Et le fait de pouvoir le questionner et voir ce qu'apporte la production médiatique en plus d'autres formes d'éducation média, en plus d'autres types d'activités pédagogiques, c'est vraiment une vraie question, une belle question qui mérite encore aujourd'hui d'être élucidée. Il me semble que historiquement, tant qu'on était sur les médias, les masses médias avant l'émergence du web, en particulier du web 2.0, on faisait faire du média aux élèves pour qu'ils comprennent le fonctionnement des masses médias. Avec l'avènement des technologies numériques, on a commencé à leur faire des médias avec des finalités peut-être plus de participatives, de participation à des cultures participatives, avec le risque de leur faire du média pour faire du média, et sans nécessairement chercher une finalité ultérieure à la simple production, à la simple réalisation. Voilà. Donc je pense que à la fois c'est une pratique qui doit être valorisée, mais qui doit aussi être questionnée. Ton micro. Ton micro, Pauline. Ton micro. Merci beaucoup. Je vais laisser la main à Isabelle pour conclure sur... Oh, voilà. Comme il faut libérer nos participants. Bon, alors pour les médias scolaires en France, évidemment, je renverrai tout le monde à regarder sur le site du Clémy tout ce qui est tous les dispositifs pour soutenir la production de médias scolaires et aussi pour les valoriser, parce que nous, on a des concours de médias scolaires. On a Médiatique, c'est un très, très beau concours. On a des choses très, très belles. Alors aussi des médias de la web TV, de la web radio, des textes, du journal même papier qui existe encore. Et puis Zéro Cliché, qui est aussi un concours de médias beaucoup plus orienté sur la question d'égalité filles-garçons. Donc voilà, j'invite tous nos participants à aller voir les lauréats, les productions pour se rendre compte un petit peu de ce que les élèves sont capables de faire, même très jeunes. Donc c'est toujours très intéressant à aller voir. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là puisqu'on doit tous aller regarder l'équipe de France. Tout à fait. Si. Pourquoi? Il y a la Belgique aussi qui joue? Non, ça y est, c'est déjà fait. Là. Je regarde déjà pas quand c'est la Belgique. Pas aujourd'hui. Non, pour tous ceux aussi qui ont d'autres choses à faire, il y a des fêtes d'école, il y a plein de choses en ce moment. Donc voilà, donc moi je vous remercie d'avoir pu participer, discuter tous ensemble
on pourrait tenir des heures parce qu'on a tellement pour comprendre un peu nos propres systèmes, comment ils évoluent, et puis comment on peut avoir aussi des perspectives. Donc voilà, je pense qu'on fera très très bientôt un prochain numéro des invités en croisant aussi des regards ailleurs. Voilà, je pense que Pauline sera très très partante pour qu'on puisse continuer la discussion aussi avec d'autres visions. Merci beaucoup en tout cas, voilà, à nos invités. Oui, merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté cette participation. Merci beaucoup pour ces échanges extrêmement riches. Je vous souhaite un très, très, très bel été et je vous donne à tous rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison des invités du Clémy.